Bonjour, bienvenue. Merci d'être tous présents ici pour une interview, on va dire, exceptionnelle aujourd'hui, avec la directrice du salon IFTM, donc Laurence Gaborio. La grande directrice. La grande directrice. Et alors je ne sais même pas si je peux te présenter Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre Nadir, mondialement connu. Mondialement connu, exactement. Aujourd'hui, on va échanger sur deux sujets. Alors, excuse-moi Jean-Pierre, honneur aux dames. On va essayer un petit peu d'échanger sur Laurence. Ce visage-là, c'est la première édition, c'est la première année, Village d'initiative durable. C'est un grand pas par rapport aux autres années où il y avait quand même déjà une partie conférence. Quelle a été votre vision, votre envie et cette envie de développer ce village-là? Peut-être vous avez eu des insights en amont. Voilà, quelle a été votre envie et vos actions pour développer ce village-là avec les choses à dire positives? Peut-être qu'il y a eu des freins, j'en sais rien, mais en tous les cas, quelque chose, je pense que ça vient vraiment de votre ADN et de votre envie d'agrandir cette partie durabilité. Bonjour à tous, bonjour à vous deux déjà. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'année dernière, je me suis retrouvée à une conférence le dernier jour et on échangeait avec des agences de voyage, avec des TO. Et puis, j'ai entendu des remarques qui m'ont un petit peu choquée parce que soit c'était des personnes extrêmement engagées et d'autres me disant s'il n'y a pas de réglementation, on n'ira pas. Et je me suis dit, c'est pas possible que d'entendre ça encore sur des conférences comme sur IFTM, parce que fondamentalement, comme Jean-Pierre, comme Alexandre et comme toutes les personnes qui sont autour de ce village, c'est pas une histoire que d'experts. Au contraire, cet engagement, il doit être partout. Et donc, à partir d'un espace qui était de conférence du tourisme durable, pour moi, il y avait une nécessité, limite vitale, de créer un village et d'aller beaucoup plus loin. Laurence, on perd une personne déjà là. Il faut que tu fasses une blague ou quelque chose parce qu'on perd du monde. On a perdu qui? Non, c'était une blague. Donc c'était extrêmement important pour moi d'aller beaucoup plus loin. Alors comme le dit Alexandre, je pense que aussi c'est dans mon ADN. Je n'imagine pas ne pas parler de tourisme durable ou engagé ou tout ce qu'on veut, parce qu'il y a des guerres de mots. C'est pas une histoire de mots. C'est une histoire d'engagement et de respect et de protection de la planète. Mais c'est aussi un discours qui ne doit pas être que centré sur un discours d'experts. Les expertises, l'éducation, elle doit aller de l'autre côté de l'éducation. Et ce qu'on a souhaité mettre en place au sein de ce village est un village avec un gros comité de pilotage. Juste pour vous dire, ce comité de pilotage, donc il y a deux personnes qui sont à côté de moi qui font partie de ce comité de pilotage, mais également MNO, ATR, ATD, La Fresque. Il y avait depuis décembre, toutes les semaines, nous travaillons à un programme d'arrache-pied avec des gens engagés qui ont voulu que ce village se crée. Et autant vous dire que ça n'a pas été si simple que ça pour vous présenter un programme à la hauteur des attentes. Et puis surtout, pour moi, il y a une vraie ambition. Ce n'est pas une ambition de ne parler que du durable, c'est au contraire accompagner tout le secteur. C'est une politique du petit pas. Quand on a souhaité créer cet espace, ça n'était pas que pour des experts ou des destinations qui étaient complètement alignées. Au contraire, c'était de valoriser les pays, les réceptifs, les AGV qui débutaient. À chaque niveau, on a besoin d'éduquer, d'accompagner et de valoriser. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Et ce village, à la fois sur les labels, à la fois sur du gaming, à la fois on a profilé, on a ciblé les personnes qui venaient sur ce village. Des gens qui arrivent par hasard. Eh ben, ils vont rester 5 minutes. Comment on fait pour leur parler? Quel message on fait passer? Après, il y a quelqu'un qui est un peu plus sensibilisé. Comment on accompagne cette personne un peu plus sensibilisée? Les cibles des agences de voyage, mais les producteurs de voyage, tous les TO,
ont été invités. Derrière, là, vous voyez cet arrondi. Cet arrondi a été conçu pour faire des ateliers d'intelligence collective, des mini-formations, les fresques. Et donc là, je remercie Alexandre, Jean-Pierre. Vraiment, je peux vous assurer que toutes les personnes autour de ce comité de pilotage ont été extrêmement engagées pour expliquer. Je pense que c'est important d'expliquer, accompagner, valoriser. Ne restons pas dans un seul schéma. N'opposons pas. Tirons et accompagnons pour que ça se dilue partout sur le salon. Chacune des destinations, chaque réceptif fait plein de choses dans le durable, mais c'est pas assez visible. Comment mieux rendre plus visible le voyage durable ou engagé? Ça, c'est important. Merci Laurence. Il ne reste plus que 30 secondes, donc merci d'être venu. Alors, on va enchaîner, en fait, je pense, Jean-Pierre, sur quelque chose qui est intéressant. On va parler d'arbres. Les arbres, c'est la vie, comme on dit. Oui, exactement. Quelle est au final ta vision sur ce plantage d'arbres? Ouais. Moi, je pense qu'en tous les cas, donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, évidemment que l'initiative du village durable, c'est une initiative qu'il faut saluer, puisque enfin, on retrouve au même endroit tous les gens qui réfléchissent à ces sujets. Et finalement, on voit qu'on est assez nombreux à agir et que ce sujet qui est au cœur complètement de la réinvention des modèles touristiques. On pourrait même dire que le tourisme a un avenir s'il intègre tous les domaines de la responsabilité, parce que sinon, il disparaîtra de sa belle mort, puisque clairement, aujourd'hui, l'idée qu'on doit s'engager pour la planète et réfléchir différemment est quand même au cœur de tous les modèles de réinvention, que ce soit la gestion de l'eau. Je rappelle qu'il y a 3 milliards de gens qui vivent sous stress hydrique, que ce soit le problème de l'emploi et de l'inclusion, que ce soit le problème évidemment du réchauffement climatique et des émissions de CO2. Tout ça, en fait, à part si on est Trump, on ne peut pas effectivement s'affranchir de ces sujets. C'est-à-dire qu'on peut casser le thermomètre, mais la température continuera à monter. Et donc, dans cette logique de température qui monte, on sait qu'il y a un certain nombre de leviers qui permettent d'ores et déjà d'améliorer les choses. Évidemment, le premier de ces leviers, c'est la sobriété. Moins on consomme et mieux, effectivement, la planète se porte. Mais le corollaire de ce manque de consommation, notamment dans certains pays, c'est que ça a un impact social très important, puisque vous savez, comme vous le savez tous, le tourisme, c'est 20% de l'emploi dans le monde, et ça va continuer à grimper, puisque la machine remplace l'homme dans beaucoup de domaines, sauf dans les domaines de services. Et ça tombe bien, parce qu'il y a plein de pays qui ont besoin de développer de l'emploi. On a ici une start-upeuse sénégalaise, et au Sénégal, un tiers de l'économie sénégalaise, c'est Western Union. C'est des gens qui envoient de l'argent au pays pour développer à destination. On ferait mieux de développer le pays et de développer le tourisme dans le pays pour que ces gens-là puissent s'élever et avoir des revenus sur place plutôt que de venir ici faire du Uber Eats. Donc on a un rôle social fondamental à jouer, mais qui n'est pas mécanique, qu'on doit effectivement intégrer et développer, parce que c'est l'un des éléments les plus importants du tourisme, c'est l'inclusion. Dans le tourisme, tu peux rentrer comme t'es et t'élever socialement. Il y a très peu de domaines dans lesquels on peut rentrer avec très peu de diplômes et s'élever socialement. Pour être pilote d'avion, il faut les diplômes, et heureusement d'ailleurs. Pour être chirurgien, il faut des diplômes, et heureusement d'ailleurs. Pour être prof, il faut des diplômes, et heureusement d'ailleurs. Mais pour être serveur dans un bar, il faut de l'énergie, il faut de la bonne humeur, il faut de l'envie. Voilà, Brel disait le talent c'est l'envie. Eh bien nous dans le tourisme, on sait récompenser l'envie. On sait construire sur l'envie de quelqu'un, et on sait effectivement lui permettre avec des formations qualifiantes de s'élever socialement. Moi demain, si j'ai plus rien, je rentre serveur dans un bar, 1 an après je suis à la tête de la chaîne. Donc voilà, et ce qu'il te faut dans la vie, c'est un point d'entrée pour pouvoir effectivement t'épanouir. Et il y a plein d'endroits dans le monde où il n'y a pas de point d'entrée, où tu n'arrives pas à rentrer dans le jeu. Alors le tourisme, c'est plutôt une solution qu'un problème, à condition qu'on accepte l'idée, évidemment, de limiter nos impacts. Et c'est là que les arbres, parce que j'ai bien compris la question, j'étais pas parti dans un... C'était une introduction à la réponse. Exactement. C'est là que les arbres, évidemment, ont un enjeu. C'est là que
l'absorption, puisque la compensation est un terme qui est un peu galvaudé et qui laisserait entendre qu'on peut effectivement rééquilibrer, alors que l'absorption, c'est mécanique. Un arbre, ça absorbe entre 10 et 35 kg de CO2 par an. Donc, sur 10 ans, pourquoi 10 ans? Parce que la latence climatologique, quand on produit du CO2, c'est 10 ans, entre 10 et 15 ans. Donc, sur 10 ans, c'est 350 kg d'absorption de CO2. Et donc, quand on produit du CO2, on peut, en plantant des arbres, récupérer une partie du CO2 en question. Alors on va dire oui, mais ça c'est du greenwashing parce que ça incite les gens à produire du CO2. Non, c'est juste l'idée de dire je vais essayer d'absorber une partie de mon impact et donc je vais payer pour ça en plus de mon voyage. Et donc le tour opérateur aujourd'hui qui est le plus avancé sur ces considérations puisqu'il intègre l'absorption en totalité dans le prix de ses voyages, c'est Voyageurs du Monde. Donc, et Jean-François a écrit un livre sur l'absorption qui explique que sans toucher aux terres arables, si on plantait des arbres partout dans le monde où on peut en planter, on pourrait absorber 50% du CO2 qui est dans l'air. Voilà, donc l'arbre, en plus les arbres, ça crée des zones d'ombre, ça arrête la désertification, ça revitalise les sols. Bref, l'arbre, c'est la vie, pour reprendre effectivement donc, ta formule du début. Et donc collectivement, dans le tourisme, fléchons les bonnes pratiques, ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'on n'est pas conscient de nos impacts. Au contraire, c'est qu'on est prêt à payer le prix de nos impacts. Voilà. Et donc là, évidemment, c'est la bonne posture, c'est de mettre les clients devant leurs responsabilités, parce que pour qu'il y ait du tourisme responsable, il faut qu'il y ait des acteurs responsabilisés, mais aussi des touristes responsabilisés et conscients des enjeux et qui payent une partie évidemment des impacts qu'ils produisent. Voilà la réponse sur les arbres. Parfait, c'est très complet. J'avais une autre question qui peut être au final intéressante. Est-ce que c'est des actions qui doivent être menées aussi au niveau, peut-être au plus haut sommet, au niveau politique, au niveau des grands décideurs et plus largement au final à tous les secteurs pour que ça soit encore plus massif et encore plus intéressant? Bah oui, alors effectivement, donc, je réponds peut-être à cette question-là, mais après Laurence pourra enchaîner. Donc évidemment, quand il y a un cadre législatif, c'est beaucoup mieux. Par exemple, il devait y avoir en 2026 donc, une étiquette Green Score obligatoire pour les hôteliers. C'est quoi un Green Score hôtelier? C'est absolument génial. C'est valoriser donc, la baisse des impacts négatifs. C'est-à-dire en l'occurrence qu'une nuitée hôtelière, c'est 170 litres d'eau. Un hôtelier qui baisse donc, la consommation d'eau de ses clients à 150 litres, à 120 litres, à 100 litres, voire à moins de 80 litres, comme c'est le cas du groupe Eclos en France, eh bien, on fait une étiquette qui valorise son action. Idem sur l'énergie, idem sur les déchets, etc., etc. Et donc, le législatif a un rôle à jouer, évidemment. On l'a vu, par exemple, pour les mesures, les accords tertiaires. Donc, le fait de mesurer les pertes d'énergie dans les bâtiments, il y a une loi qui t'oblige à le faire. Et donc, évidemment, que tout le monde le fait et que ça améliore mécaniquement donc, les conditions énergétiques. Et donc, évidemment, le législatif a des choses à faire. Maintenant, attendons pas qu'il le fasse. Prenons-nous en main, créons effectivement donc, les conditions pour que les choses s'accélèrent et aillent mieux. Donc je vois qu'il y a Gaël de la Porte du Teil qui nous rejoint, qui est un écologiste de la première heure, hein, donc évidemment. et donc le législatif, aujourd'hui donc, est affaibli par le fait que de toute façon les ministres se succèdent donc, en ayant une durée de vie extrêmement faible. Donc leur capacité à agir est quasiment nulle. Donc prenons-nous en main et créons nous-mêmes les conditions effectivement donc, d'un monde meilleur. Alors pour compléter ce que dit Jean-Pierre, il y a quand même une réglementation, notamment sur les mobilités et sur tout ce qui est voitures et camions et bus, autocars. Quand il y a une réglementation qui tombe sur la tête quand même des acteurs, autant vous dire que c'est compliqué. Un autocar, quand il est au gazole et qui passe soit à l'hydrogène, soit sur la batterie, d'un car qui peut coûter à peu près 100 000 €, ça passe à 200 voire 300 000 €. Ça, c'est les prix donc ça veut dire que quand il y a une réglementation, il faut se mettre tous en randonnion et il faut investir. Et quand on n'est pas prêt
à ces investissements-là, c'est compliqué. Parce que, alors il y a des évolutions technologiques, mais quand même, il y a des vrais sujets. Donc pour moi, la réglementation, c'est comme Jean-Pierre, hein, on n'attend pas la réglementation, on se met en ordre de marche tout doucement, mais fermement pour pouvoir y aller. Parce que la réglementation, c'est jamais bon. Il vaut mieux qu'on soit plus force de proposition et qu'on prenne en main nos propres ambitions. Ouais. Le temps passe vite, c'est presque la fin déjà. Jean-Pierre, peut-être un dernier mot. Ouais. Dernier mot. Moi, je dirais à l'Assemblée qui a l'air un peu amorphe là, que le tourisme responsable, c'est sympa aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que chiant. Donc, moi, je prône un tourisme responsable et joyeux. On peut être responsable, positif et joyeux, parce que n'oublions pas quand même que le voyage, donc, ça doit rester sympathique. Aujourd'hui, il y a un créneau qui se développe fortement dans le voyage, qui est le créneau de l'immersion, c'est-à-dire le créneau du partage à destination, qui est un tourisme qui se réinvente sur un tourisme de redistribution. Et le voyage, c'est des saveurs, des odeurs, des particularités, de la culture. Bref, le voyage, c'est aller voir ailleurs ce qui se passe, donc dans des conditions qui sont différentes des siennes. Et je pense que le concept le plus con qui existait dans le tourisme français, c'était le concept de Fram, qui était les vacances à la française. Voilà, moi je pense que si c'est pour vivre comme en France, reste en France. Quand tu vas à l'étranger, c'est pour t'immerger dans des cultures différentes et dans des choses évidemment donc différentes. Et c'est ça la force du voyage. Et c'est pour ça qu'on est tous là et qu'on aime ce métier. Merci Jean-Pierre. Peut-être un dernier mot, Laurence? Non, c'est une très belle conclusion. Je vais rester sur celle de Jean-Pierre, j'adore. Ouais. Ok, parfait. Merci à tous. Merci à vous. Ouais, un peu plus fort les mecs, c'est bout du genou. Hein.